Alors j'accueille maintenant Fatima Belaïd. Fatima Belaïd, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc l'ex-épouse de Loïc Le Floch-Prigent, qui a été successivement PDG de Ron Poulenc, PDG de Elf et PDG de la SNCF. Vous, c'était plutôt l'époque Elf. Alors, dans l'affaire Elf, lui, il a eu 28 mises en examen, 6 mois de prison préventive. Il y a eu un procès qu'on a appelé le procès Dumas, qui n'est pas le procès Elf, qui est le procès Dumas. Oui. Il a été condamné, votre ex-mari, à 3 ans et demi de prison ferme et à 2,5 millions de francs d'amende. Bon, il y a eu appel. Et dernièrement, quand il y a eu donc l'appel dans ce procès Dumas, votre ex-mari était absent. Il avait une pancréatite. Il était dans une clinique du Liban. Et le médecin-chef de cette clinique du Liban a dit que son état de santé n'était pas gravissime. Quand il était avec vous, est-ce qu'il avait déjà des problèmes de pancréas? Non. Jamais. Non, non, jamais. Est-ce qu'il avait déjà du psoriasis? Oui, il avait déjà du psoriasis. Bien. Alors, votre ex-mari, je vous donne des nouvelles, il va beaucoup mieux. Il a quitté la clinique au Liban à Zargat le 11 mars. Voilà, il va bien. Il n'est pas rentré en France. Ça, c'est un petit peu le problème, parce qu'il y a un expert qui l'attend pour l'examiner, mais il n'est pas rentré. L'expert ne veut pas aller au Liban, donc voilà, on était un petit peu embêtés. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il connaissait bien pour avoir été son épouse, est-ce que vous pensez qu'il est en fuite? Non, je ne peux pas vous dire s'il est en fuite ou pas, je crois pas. Enfin, ça me semble un peu compliqué dans le contexte. Vous pensez qu'il va revenir? J'ai pas de réponse là-dessus, parce que j'ai vécu avec lui un certain nombre d'années sans vraiment le connaître. Ouais. Alors, il vous a quitté, Loïc Le Floch-Prigent, il y a presque 10 ans, du jour au lendemain, vraiment. Voilà, du jour au lendemain. On va en parler. Alors, il était ici, Loïc Le Floch-Prigent, il y a 6 mois, et voilà ce qu'il disait de vous. Magnéto, Serge. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur, vous êtes d'accord? Absolument. C'est-à-dire... Ah si, mon ex-épouse, c'est l'erreur. Il dit que c'est mon épouse actuelle, non, mais Non. l'épouse de cette période, oui. Je suis resté 9 mois marié, Voilà, mais c'est 9 mois Fatima trop. Belaïd, C'est clair. donc elle utilisait beaucoup la carte de crédit de Ouais, Elf, ouais, un peu trop. 300 000 balles d'Europe quand même. Ouais, c'est bien. Bien. Le fisc est passé, ne vous inquiétez pas. On vous l'a Encore une fois, réintégré, pour on le l'a contribuable. réintégré. Pour le contribuable, que le contribuable ne Vous se avez vexe raison de pas. penser au contribuable, Ne se parce que vexe ce pas. soir, les contribuables, ils doivent ne être se bien vexe énervés pas. devant la Il n'y a télé, pas de je problème. vous dis. Pour le Ouais. contribuable, pas de problème. Ouais. Mais pour moi, il y a un problème, effectivement. Ceci n'aurait pas dû être fait. Alors, les 19 millions de francs qu'elle a touchés lors du divorce, qui les a payés? Il n'y a pas lors du divorce. C'est-à-dire, lors du divorce, personne n'a touché quoi que ce soit. C'est 4 ans après qu'elle reçoit cette somme, après le divorce. Moi, je n'ai plus aucune relation C'est avec encore elle. votre ami Sirven qui est... Depuis 4 ans, et c'est notre ami C'est Sirven un qui bon paye. copain, Sirven. Et l'appartement à Londres? Ça, c'est première nouvelle. C'est un appartement. Alors, on ne sait jamais s'il appartient à la femme ou à Biederman. On n'en sait rien. Ah oui, d'accord. C'est Je très crois qu'il compliqué. y a un appartement à Londres qui Un rôde. appartement bizarre. Il n'est pas à vous, l'appartement. Jamais. Ça vous énerve de voir ça? Ça m'énerve. Oui, ça m'attriste surtout. Je trouve ça assez pathétique. C'est surtout, c'est plus de la tristesse que... Oui, ça m'agace aussi, bien sûr. Ça vous fait quoi de le revoir? Un petit pincement de cœur ou plus rien du tout? 10 ans passés. Ouais. Alors, pas vraiment un pincement au cœur, non. Ouais. Quand vous l'avez rencontré, il était déjà laid comme ça ou... Il était plus charmant. Fatima Belaïd, vous publiez cette semaine un livre qui s'appelle « Au cœur de l'Empire Elf, une épouse encombrante » chez Michel Lafon. Vous avez choisi, tout le monde en parle pour en parler, merci. Interview vérité. Alors votre livre est dédié à votre fils Niels, qui est né d'un premier mariage et que le Floch-Prigent considérait pendant toute la période où il était avec vous comme son propre fils. Alors on va parler de vous, on va parler de votre vie. Vous êtes né à Bordeaux au milieu des années 50. Votre mère est allemande et votre père algérien. Alors votre mère, au début de la guerre, elle s'est engagée dans la Croix-Rouge de la Wehrmacht. Et un jour, elle va témoigner à la police. Elle dit « J'ai vu des juifs qui étaient électrifiés sur des fils de fer barbelés. » Et la police lui dit que si elle continue à dire des trucs comme ça, elle ira en prison. Donc elle s'enfuit d'Allemagne et elle va à Bordeaux. Elle s'appelle Maria, votre mère. Là, elle rencontre un dénommé Belhadj, qui est originaire de Tizi. Et à ce moment-là, il y a beaucoup d'Algériens qui arrivent en France pour reconstruire le pays. C'est après la guerre. Alors, coup de foudre total entre vos parents.
au mépris de l'exclusion dont étaient victimes, évidemment, après la guerre, non seulement les Allemands, mais en plus les Algériens. Alors vous naissez en 55, vous grandissez dans une HLM. À l'école, vous êtes victime de votre différence. Oui, il y a beaucoup de racisme à l'époque. Et quand un jour j'ai les doigts pleins de henné et qu'on essaie de me l'enlever de force, la directrice de l'école, et que je lui dis que ça ne part pas et qu'elle me gifle et elle me dit et si tes parents sont pas contents, ils n'ont qu'à retourner chez Ben Bella. Oui, d'ailleurs on vous traite soit de sale boche à cause de votre mère, soit de sale bico à cause de votre père. Oui, c'est pas très loin après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr, c'est 10 ans après la Libération, ça vous donne des migraines, hein, pendant toute votre scolarité, vous avez des migraines à cause de ça. Et en plus de ça, vous voyez souvent votre père qui est emmené en pleine nuit au commissariat et qui le lendemain matin revient avec le visage en sang. C'est très difficile pour vous cette époque parce qu'on vous explique que vos ancêtres sont les Gaulois, apparemment. Vous y croyez pas trop, hein? C'est difficile à croire. Vous préférez Che Guevara, Angela Davis. Alors vous êtes à ce moment-là très révolté, vous êtes LCR, vous êtes trotskiste, vous êtes lutte ouvrière. Et puis un jour, déçu par le militantisme, vous acceptez un emploi de secrétaire. Ça vous plaît pas? Non, c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Mais compte tenu de la scolarité que j'avais eue, enfin, ce qu'on voit d'ailleurs de plus en plus souvent aujourd'hui, c'était un peu une voie de garage. Alors, vous partez de chez vous, vous allez en Allemagne, et là vous rencontrez un dénommé Peter. Vous vous installez tous les deux à Avignon. Lui, il bosse dans une imprimerie. Vous vous occupez de Niels, l'enfant que vous avez avec lui. Et alors là, vous sortez tous les soirs entre amis à Avignon. Et c'est comme ça que vous rencontrez un barbu de 36 ans avec des beaux yeux bleus. Le Père Noël. Le Floch Prigent. Voilà. Alors, il y a une idylle qui naît. Mais 2 ans plus tard, quand vous vous séparez de votre ami allemand, Peter, lui vous invite dans un chalet dans le Jura. Vous faites des grandes balades tous les deux. Enfin, c'est le grand amour. Oui, on est amis avant qu'il ne devienne mon amoureux. Ici, il faut dire mon amant. Hein. À partir de ce moment-là, vous voyez, surtout d'ailleurs au départ pendant les vacances, et puis en 1988, vous venez vous installer à Paris. Et on est en juillet 89, vous êtes en vacances avec lui à Taormina, et là vous devenez, bon, évidemment, ami, amant, mais aussi presque, vous êtes sa confidente, quoi. Oui. Vous êtes très très proche, il vous fait part de ses doutes, il vous fait part de son enfance, de ses problèmes de jeunesse, de ses parents. Oui, c'est quelqu'un d'assez secret, en fait, il y avait très très peu d'amis, qui se confiaient très peu, et à moi il me parlait. Ouais. Donc je suis d'autant plus atterrée par ce qui se passe ensuite. Alors, il souffrait beaucoup d'avoir eu un père indifférent et au contraire une mère très possessive. D'ailleurs, cette mère, vous la rencontrez un jour. Évidemment, elle n'est pas très contente que son fils lui ramène quelqu'un comme vous. Hein. Ça ne se passe pas très bien, le contact est très froid. Elle vous fait manger un plat de fèves. Et puis alors, si vous dites, c'est le genre de gens comme ça, bretons, cathos, qui passent leur temps à tricoter des pulls pour les Africains, mais qui parlent aussi sans arrêt de la suprématie de la race blanche, quoi. Oui, ça c'est un peu difficile à supporter. Dans tous les cas, et puis je me rends compte qu'elle a une attitude plutôt méprisante. En fait. Ouais. Je ne suis pas la belle-fille qu'elle aurait rêvé d'avoir. Quelque temps plus tard, Mitterrand nomme Loïc Le Floch Prigent PDG de Elf. Pour vous, Elf, c'est surtout les ronds rouges arrivent, quoi, la fameuse campagne de mon enfance, je me souviens très bien. Vous n'avez pas connu ça, non? Rouges. Un jour, dans toute la France, il y a eu marqué les ronds rouges arrivent, et il y avait des ronds rouges. On ne savait pas ce que c'était. C'était un vraiment. jour, dans toute la Bretagne, il y a marqué le pétrole arrive, c'était Total. Un peu plus crade. Loïc Le Floch Prigent devient à ce moment-là PDG de Elf, qui est la première entreprise française. 7 milliards de francs de bénéfices, 76 000 employés. Et là, il y a un grand moment, c'est le jour où il va prendre possession de la tour Elf et il vous emmène dans ce qui sera désormais son bureau, c'est-à-dire au dernier étage. Vous dominez tout Paris. Vous êtes un peu les rois du pétrole, on pourrait dire. Lui probablement, moi non. Ouais. Je l'accompagne. Ouais. Et je crois qu'il avait envie de faire partager ce moment qui était important pour lui. Et là, il vous confie la création d'une fondation humanitaire, la fondation Elf, à la fois pour redorer le blason de la compagnie, et parce qu'aussi les épouses des chefs d'État africains avec qui Elf est en contact font toutes dans le caritatif, donc ils pensent que c'est une bonne idée de vous donner ça. Oui, en fait, ce qu'il souhaite, c'est créer une fondation à vocation humanitaire afin de redorer le blason de la compagnie et puis d'apporter une aide humanitaire dans les pays où Elf puise le pétrole, on peut dire. Hein. Et donc, il me demande de m'en occuper et j'accepte, en fait.
Alors lui, il vous pousse effectivement à monter cette fondation. Il n'y a que Alfred Sirven qui est dubitatif. Oui, Alfred pense que c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, on va voir par la suite que c'est pas vraiment une bonne idée parce que je suis exposée et qu'il y a des gens dans l'entourage de Loïc qui ne supportent pas que je sois à cette place-là. Mais c'est vrai, en même temps, que vous devenez un personnage quasi officiel de la République. Le Floch Prigent vous emmène partout avec lui dans un Falcon 900, qui est un avion extraordinaire, qui est un avion appartement. T'en as deux? Donc vous faites la tournée des maîtres de l'Afrique noire, les dîners, les réceptions. C'est comme une revanche pour vous quand même sur la vie, non? C'est pas une revanche, c'est un peu féerique, c'est un rêve. On voyage beaucoup ensemble et je suis... en fait, il souhaite que je l'accompagne dans tous ses voyages. Et c'est plutôt atypique parce que jusqu'à présent, on n'a jamais vu un président de compagnie amener sa femme comme ça avec lui dans tous ses déplacements, dans les voyages officiels. Et pourquoi il veut vous emmener? Est-ce que c'est par exemple parce que comme vous êtes d'origine algérienne, il revendique le fait que vous soyez algérienne, ça, quelque part, c'est une provocation pour lui. Voilà, et puis ça lui permet aussi des contacts peut-être plus faciles avec les pays du tiers-monde où Elf puise son pétrole, non? C'est possible, mais je pense qu'à l'époque, il était très épris, même s'il dit aujourd'hui que c'était une grave erreur, sa pire erreur, bien que je pense que ça soit plus une erreur, à mon avis, stratégique, mais pas une erreur amoureuse. Je pense qu'il avait un grand plaisir à m'avoir avec lui. Il avait le béguin pour vous, quoi. Eh ben oui. Mais quand on vous voit, on comprend. Hein. Merci. Alors en 90, vous vous mariez. Alors le week-end de noces, c'est à Marrakech, à la Mamounia. Ensuite, vous allez à New York pour l'introduction du groupe Elf en bourse. C'est l'hôtel Pierre, qui donne quand même sur Central Park. Je veux dire, c'est quand même une super vie. Hein. C'est une super vie. Ouais. J'avais pas beaucoup voyagé Le tour du monde en tapis avant. rouge. Hein. Oui, c'est ça. C'est tout à fait extraordinaire. Vous allez partout, Moscou, l'Asie centrale, le Qatar. Vous prenez un appartement de 300 mètres carrés rue Octave Feuillet à Paris, un duplex avec terrasse. C'est reine d'un jour, là. Oui, tout à fait. C'est la belle vie, c'est fantastique. Mais il ne le trouve pas assez beau, l'appartement de la rue Octave Feuillet. Alors il prend un hôtel particulier rue de la Faisanderie, 45 millions de francs. Oui, lui, il avait d'autres projets, en fait. Il souhaitait acquérir un appartement, quelque chose qui lui appartienne. Et on était très bien rue Octave Feuillet. Alors, en plus, il prend encore un deuxième hôtel particulier, c'est insensé. C'est vrai, pour la fondation, hein, rue du Mont-d'Urville, pour la fondation Elf. Hein. Oui. Voilà. Alors, il est de plus en plus mégalo, quand même, il faut dire, à ce moment-là, non? Je pense que quand on accède à un poste avec autant de pouvoir, il disait lui-même qu'il avait plus de pouvoir qu'un ministre, on perd un peu la tête. Il ne se déplace plus qu'avec un cortège de voitures, gyrophares, même pour aller acheter le pain. Il se croit invulnérable à ce moment-là. Oui, je crois qu'il se pense invulnérable. Alors il y a un problème. C'est pas de pain. Il y a un problème, c'est que Danielle Mitterrand, qui a fait la fondation France Liberté, elle prend un peu ombrage de la fondation Elf. Et vous faites une erreur. Elle vous envoie un jour son ami, son grand ami, Raphaël Doueb, qui vous propose quelque chose et vous les conduisez. Et elle vous en a voulu, Danielle Mitterrand, pour ça. Oui, en fait, moi, je ne prends pas très au sérieux ce qu'on me raconte quand on me dit que Madame Mitterrand est agacée, qu'on me raconte qu'elle pense que je vais absorber sa Fondation France Liberté. Je ne peux pas imaginer une seconde qu'elle puisse croire ce genre de choses. Je pense que plus il y a d'associations, voilà, mieux le monde se porte. Donc je ne prends pas vraiment au sérieux. Et quand Raphaël Doueb vient me voir, le budget de l'année est déjà bouclé. Ce qu'il me propose ne rentre pas du tout dans le cadre des attributions de la Fondation. Et je refuse. Et vous saviez que c'était un grand ami de Danielle Mitterrand, Raphaël Doueb? Oui. Alors il y a un dîner qui est organisé rue de Bièvre, hein, c'est Madame Mitterrand elle-même qui vous appelle. Alors c'est un dîner où il y a Roger Hanin, Christine Gouze-Rénal, Roland Dumas. Là vous découvrez un Loïc Le Floch Prigent très sirpompe avec le président de la République. Obséquieux, oui, un petit peu, oui. Mais bon, c'est pas le seul. Tout le monde avait envie de plaire au président Mitterrand. Personne ne vous adresse la parole pendant ce dîner? Personne. Donc moi j'y vais parce que Alfred Sirven insiste. J'ai pas vraiment envie d'y aller compte tenu des relations un peu tendues avec Madame Mitterrand. Je comprends pas vraiment son invitation et j'accepte parce que Sirven me dit que le président veut absolument faire ma connaissance. Alors au retour, Loïc Le Floch Prigent vous prend la main dans la voiture. Il est assez penaud, hein, vous dites dans votre livre. Et puis là, des rumeurs commencent à courir sur vous.
On vous accuse de vouloir balancer ce que vous savez sur les détournements de fonds au sein de l'affaire Elf. On vous accuse donc de demander de l'argent en échange de votre silence. On vous accuse même de faire partie d'un réseau de call girls et d'avoir été recruté par Tarallo, le grand adversaire de Sirven, pour séduire Loïc Le Floch-Prigent. Oui, alors on raconte beaucoup de bêtises à cette époque, des tas de rumeurs en fait que Loïc et Alfred font eux-mêmes courir pendant un temps pour justifier en fait le fait que je vais être répudiée juste après, que je dois dégager finalement. Alors on vous accuse d'être capricieuse. Oui, on dit que vous avez fait changer la moquette de votre bureau parce que vous n'aimiez pas la couleur. Voilà, donc j'étais allergique en fait. Je suis allergique à beaucoup de produits toxiques et je suis allergique à la colle. Donc j'ai supporté pendant 3 jours et puis le 4e, on a changé, on a enlevé la colle et on a reposé la moquette. Alors, à ce moment-là, ça a l'air d'aller mieux. Vous partez en vacances aux USA, à Long Island, à Cape Cod, et tout devrait aller bien. Et au moment comme ça, vers la fin des vacances, vous trouvez que Loïc Le Floch-Prigent n'est pas très bien. Il est dans un profond désarroi. Il vous fait des sourires de façade. Et puis quand vous vous approchez de lui, qu'il est au téléphone, vous dites ça va, ouais, tout va bien. Mais enfin, vous sentez qu'en fait, ça va pas. Oui, non, ça va pas. Il a préparé son départ et je l'apprends ensuite, quand l'instruction a démarré d'ailleurs. Il a déjà pris un appartement à 2 pas de la maison d'ailleurs, et qu'il a déjà un plan bien précis pour me quitter. Il n'en laisse rien paraître pendant ses vacances aux USA. Alors au retour, vous partez 2 jours à Avignon chez votre copine Irène, et quand vous revenez à Paris, les affaires de Loïc Le Floch-Prigent ont disparu de l'appartement, et là vous n'arrivez plus à le joindre. J'essaie de l'appeler, il n'est pas là, sa secrétaire m'a fait savoir que de toute façon il ne veut plus me parler, qu'elle a reçu des ordres. Et je reçois dans la soirée la visite de Maurice Biederman qui me dit que Loïc veut divorcer et qu'il faut que je démissionne de la fondation très rapidement. Je refuse parce que ce que je veux c'est voir mon mari à l'époque et avoir une explication. Je ne comprends pas son départ, la raison de sa fuite. Je ne sais pas pourquoi il est parti aussi brutalement. Il n'y avait pas de conflit entre nous, on n'avait pas de problème. Je crois qu'on avait... on avait sûrement des problèmes comme tous les couples, mais pas de quoi se séparer sans un mot. On avait été amis pendant longtemps, je pensais bien le connaître, et s'il avait voulu me quitter parce qu'il n'était plus amoureux ou qu'il ne pouvait plus vivre avec moi pour des raisons affectives ou personnelles... Mais attendez, dans l'intimité, ça se passait toujours très bien. Mais ça se passait très bien. Et il vous quitte, c'est votre mari, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Et du jour au lendemain, il vous quitte. Quand vous revenez, l'appartement est vide. Je rentre chez moi, il a vidé il n'y a plus ses affaires. Les affaires de son fils ont disparu de la chambre. Il y a même le lit, il n'y a plus rien. Et pas un mot d'explication. Et à ce moment-là, on vous accuse d'avoir piqué 1 million dans les caisses de la fondation. Et le jour où vous les vérifiez, tous les documents ont disparu. Voilà, parce que je refuse, de divorcer, 2, de démissionner de la fondation, et je fais savoir à Maurice Biederman que dès le lendemain, je me rendrai au bureau et que j'irai travailler comme d'habitude. Il me dit, mais ça, je ne crois pas que ce soit une bonne idée, parce que figurez-vous qu'il semblerait qu'il manque 1 million dans la caisse de la fondation, et on vous accuse de les avoir pris. Donc j'ai dit, mais je serai au bureau demain, et je réunirai le conseil d'administration, et puis je ferai compte après compte, et on verra que rien n'a disparu. Et quand j'arrive le lendemain matin à la fondation, on refuse de me laisser rentrer, il y a 2 gardes du corps pour m'empêcher. J'appelle Maurice Biederman, je finis par rentrer, et quand j'arrive dans mon bureau, c'est comme à la maison. Le bureau a été vidé, j'ai plus aucun document, même plus mes agendas, même plus mon carnet de notes personnel, plus rien. Voilà, c'est un vrai cauchemar, son histoire. C'est un vrai cauchemar. Et à ce moment-là, je trouve une lettre sur mon bureau de M. Bechtel qui est C'était le mec que vous avez mis là pour vous fliquer, Bechtel. Pour me fliquer complètement. Donc, cette lettre me dit que les mémoires de des ordinateurs ont été effacées, il n'y a plus les statuts, il n'y a plus les comptes, il n'y a plus rien. Et qu'on va faire une enquête de police et qui va en référer au président de la compagnie. Alors à partir de là, ils vont tout faire pour vous faire accepter le divorce. Menaces de mort. André Guelfi un jour vous convoque au bar du Ritz, Dédé la Sardine, et il vous montre des documents estampillés police nationale. Absolument, oui.
qui parle du passé de vos parents, de vos problèmes psychiatriques, de votre vie dissolue et même de partouze. Voilà, alors ce qui est assez choquant, c'est que sur le passé, tout est absolument exact. Sur la vie de mes parents, tout est réel, c'est exact, c'est la vérité. Et puis, quand on arrive au présent, je fais des partouzes dans mon appartement, je m'occupe mal de mon fils. J'ai un comportement aussi de quelqu'un de pas tout à fait normal. Je suis épuisée, surmenée. Et finalement, ce qu'il me conseille, il me conseille de partir dans une maison de repos, que je dois accepter ce divorce, que j'ai pas d'autre choix, et que si je continue sur mes positions, je serai probablement donc enfermée, et que Loïc prendra la garde de mon fils. Il y avait police nationale sur ces Il y documents. avait police nationale sur le document, donc c'est ce qui me choque le plus. Alors on vous explique que Loïc Le Floch-Prigent est prêt à faire enlever l'enfant, à vous donner de l'argent en Suisse. Si vous acceptez le divorce, on vous propose 15 millions. Voilà. En attendant, c'est plutôt 30 000 par mois de temps en temps. Mais vous les avez eu les 15 millions pour finir? Je les ai eus. Alors on vous menace d'accident aussi, enfin on vous menace de tout. D'accident, oui. Ouais. Parce qu'à l'époque, en fait, je veux raconter comment le président de la première compagnie française traite sa femme, les menaces, les pressions pour me faire divorcer. Enfin, en bas de chez moi, il y avait une voiture avec 2 types en permanence qui surveillaient. Mon téléphone était sur écoute et certains se faisaient un plaisir de me rapporter les conversations que j'avais eues, les endroits où j'étais allée. Donc j'avais menacé à un moment donné de parler à un journal et de raconter ce qui m'arrivait. Et là, on m'a dit d'abord que tout le monde s'en foutait de mon histoire et que personne ne me croirait, ce que je pense à l'époque, parce que l'histoire est tellement abracadabrante que je pense qu'effectivement, personne ne va me croire, et compte tenu aussi que régulièrement, on me dit que je suis pas saine d'esprit, que je suis un peu... Alors, quand vous en parlez quand vous en parlez à celui qui est encore votre mari à l'époque, il vous répond, ça nous dépasse, on n'y peut plus rien, enfin C'est-à-dire que... Il a l'air finalement d'être sous influence, lui. Oui, voilà. Moi, connaissant le Loïc que je connaissais à l'époque, j'imagine pas un instant qu'il ait pu partir comme ça de son propre chef. Donc je suis, moi, persuadée qu'on le pousse à divorcer. Et la confirmation, entre guillemets, parce qu'il y en aura d'autres après, mais la première, c'est que lorsque j'essaie de faire en fait un geste, parce que ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse s'expliquer, c'est quand même l'homme avec qui je vis, avec qui je me suis mariée, et que j'aime à l'époque, j'ai envie de comprendre ce qui nous arrive, je lui envoie un bouquet de fleurs pour son anniversaire. Et à ce moment-là, ça l'a visiblement touché, il me téléphone en fin de journée du bureau pour me dire que il a été très touché par les fleurs, et puis à un moment donné, la voix se casse et il pleure. Parce que je lui dis, moi, mais enfin, ne laisse pas les autres régler nos histoires, parce que je n'ai affaire qu'à des intermédiaires, c'est-à-dire qu'il disparaît et je ne le revois pas. C'est Alfred Sirvin, entre autres, qui me dit à un moment donné, en tapant du poing sur la table, vous ne reverrez jamais votre mari, c'est terminé. Si vous avez un compte à régler, c'est avec moi. Et je lui réponds, moi, mais ce n'est pas avec vous que j'ai été mariée, je veux parler à mon mari. C'est un vrai cauchemar, en fait. Et à ce moment-là, lui me dit, mais ça n'est plus... Je lui dis, réglons nos problèmes entre nous, s'il te plaît, viens, parlons-en. Et il me dit, mais ça n'est plus entre mes mains, et ça nous dépasse, et je ne peux plus rien faire, et je ne t'appellerai plus, ça me fait trop mal. Voilà, ça c'est les dernières paroles sincères que j'ai dû avoir. Finalement, vous acceptez le divorce et vous partez en Palestine, vous partez à Gaza, retrouver vos racines arabes pour vous reconstruire. Et vous dites à Gaza, finalement, j'étais moins en danger qu'à Paris. Et puis voilà, et puis ensuite, il y a la mise en examen, votre mise en examen. Vous êtes la première, d'ailleurs, dans l'affaire Elf. Et Loïc vous met, à partir de là, toutes les sommes dépensées sur le dos. C'est ce qu'il a fait quand il était ici. Oui, c'est facile de justifier ainsi ces débordements financiers. Et ça jouait sur quelle somme 300 000, ça me paraît drôlement démesuré. Mais c'est vrai qu'il m'a accompagné à acheter des robes, et compte tenu de la position qu'il avait, et je l'accompagnais dans tous ses déplacements, j'avais à être habillée. C'est marrant, cette République où tout le monde fait les courses ensemble. Il y a Christine Devier-Joncourt qui accompagnait Dumas chez Berluti. Loïc Le Floch-Prigent qui vous accompagne. Enfin, c'est bien. Arlette Lavilliers va toute seule chez Tati, je vous souligner. Attention. Fatima Belaïd, il y a 3 solutions. La première, c'est qu'effectivement, Loïc Le Floch-Prigent a appris des choses graves sur votre passé. La deuxième,
c'est que vous savez des choses que vous n'auriez pas dû savoir. Et la troisième, c'est un ordre de Mitterrand que Loïc Le Floch-Prigent n'a fait qu'accepter sans discuter. Quelle est la bonne réponse? La troisième. Vous pensez que c'est Mitterrand Absolument. qui a dit à Le Floch-Prigent, il faut que vous quittiez cette femme? Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de protagonistes dans le dossier et des personnalités pas des moindres sont venus le confirmer. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que j'étais trop présente, que c'était la première fois c'était atypique dans ce milieu. C'était la première fois qu'un président de société de cette importance, en plus, amenait son épouse avec lui dans tous les déplacements, dans les voyages officiels. J'ai assisté à des signatures de contrats et je pense que certains avaient peur et se méfiaient de ce que j'avais pu entendre ou des confidences que Loïc aurait pu me faire. Donc j'étais gênante. Merci. Fatima Belaïd, ex-épouse de Loïc Le Floch-Prigent.